Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez nombreux à regarder votre émission Dites-moi tout, docteur, à travers la première chaîne de télévision nationale. 35 millions de morts à ce jour. Le VIH-Sida continue de représenter un problème mondial majeur de santé publique. En 2016, près d'1 million de personnes sont décédées d'une ou des causes liées au VIH-Sida dans le monde. Les populations clés sont des groupes exposés à un risque de contracter la maladie. Il s'agit entre autres des hommes ayant des rapports avec les hommes, des personnes consommant des drogues par injection, des personnes en situation de prison et d'autres environnements clos. Dans quelle situation ou dans quel cadre se situent des personnes vivant avec le VIH-Sida? Les éléments de réponse, c'est avec notre invité du jour, Dr Youssouf Koïta, coordonnateur national de lutte contre le sida. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bonsoir, docteur Koïta. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs qui sera la deuxième partie. Pour nous joindre, appelez au 620 58 90 73. En attendant la libre antenne, nous allons poser quelques questions à notre invité et nous revenons à vous, docteur, juste après ceci. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment le VIH-Sida. Docteur, avant de vous poser la question, je vais d'abord présenter nos sincères excuses. L'équipe de Dites-moi tout, docteur, présente ses sincères excuses via ma voix, des désagréments lors de la semaine dernière. Docteur, excusez-nous également d'avoir pris votre temps. Vous descendez d'avion tout à l'heure et vous êtes sur ce plateau. La première question, c'est de nous donner des précisions par rapport aux chiffres qui ont été cités tout à l'heure. 35 millions de décès à ce jour et 1 million de personnes sont mortes d'une ou des causes liées à la maladie. Ces chiffres varient, sont-ils exacts? Oui, c'est des chiffres qui sont exacts. C'est des chiffres qui sont donnés par l'ONU-SIDA. C'est-à-dire que par an, tous les pays du monde donnent les statistiques par rapport au VIH-Sida à l'ONU-SIDA, qui les compile et qui fait la diffusion internationale. C'est exact. Il y a près de 35 000 morts maintenant depuis l'apparition de l'épidémie et chaque année, c'est des milliers de personnes qui meurent de VIH-Sida. Toujours? Toujours. D'accord. Alors, docteur, comme les gens meurent du VIH-Sida, peut-on connaître des données démographiques et la répartition par âge, sexe et par commune? Est-ce qu'aujourd'hui cela est possible? Oui, cela est possible. Bien sûr, on va parler du cas particulier de la Guinée, c'est bien possible. Nous avions à peu près 120 000 personnes qui vivent avec le VIH-Sida en Guinée, dont à peu près 51 ou 52% représentent la couche féminine. Il y a aussi des enfants qui naissent avec le VIH, qui le contractent malheureusement. Donc nous avons vraiment ces trois catégories, 120 000 personnes séropositives. Sur l'étendue du territoire national? Sur l'étendue du territoire, issues de l'enquête nationale démographique et de santé. Comme je le disais tantôt, sur les 120 000 et quelques, nous avons à peu près 52 000 qui sont des femmes et le reste sont des enfants et les hommes. On en parlera tout à l'heure, la féminisation de cette maladie dans le pays. Docteur, dans mon intro, j'ai fait allusion aux environnements clos. Qu'est-ce que vous entendez par environnement clos? En fait, les environnements clos sont les environnements dans lesquels un certain nombre de personnes ou alors de populations vagues, très souvent. Restreint, vivant dans une communauté? Il peut être restreint, il peut ne pas l'être. C'est en tout cas des maisons closes où les professionnels de sexe font leur activité, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, mais c'est des maisons closes dans lesquelles les professionnels de sexe font
leur activité. Donc, ces environnements sont appelés des environnements clos parce que c'est eux qui se retrouvent là, et bien entendu, avec le reste de la population qui fait recours à ces populations clés, notamment les travailleuses de sexe ou les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Il faut savoir que aussi parmi les hommes ayant les rapports sexuels avec les hommes, il y a des professionnels de sexe. Donc, il n'est pas dit professionnels de sexe seulement que les femmes, il y a des professionnels de sexe parmi les garçons, parmi les hommes. Donc, c'est dans ces environnements dans lesquels ils évoluent, ce sont ces environnements très souvent qui sont appelés environnements clos. Alors, souvent, on parle aussi que cette maladie sévit chez les transporteurs, chez les miniers. Est-ce que tout cela est vrai aujourd'hui? Oui, cela est vrai à cause de leur profession. Quand je prends par exemple les miniers sont dans un environnement où ils sont très souvent éloignés de leurs épouses. Ils sont très souvent éloignés de leurs épouses. Deuxièmement, les zones minières sont des zones d'attraction parce qu'il y a assez de ressources financières qui sont là. Donc, ça fait l'objet d'une agglomération de populations pour venir à la recherche du bien-être. Donc, les miniers qui sont là sont exposés parce qu'ils ne sont pas avec leurs femmes et ce sont d'autres personnes qui viennent, d'autres jeunes filles qui viennent à la recherche du bien-être, à la recherche de l'argent facile, donc qui peuvent être vraiment des vecteurs pour le VIH. Quand on parle de camionneurs, c'est la même chose. Quand tu prends un camionneur, par exemple, qui doit faire une semaine Conakry-Zirikouri dans son camion tout seul, il traverse pour aller jusqu'à Zirikouri, aller-retour, parfois même pendant 2 semaines sans son épouse ou en tout cas sa compagne, sa fidèle compagne, il y a des risques que le long du trajet qu'il puisse avoir des relations sexuelles avec les personnes, ou en tout cas les femmes. En cours de route. Ou dans des régions d'escale. Dans les régions d'escale. Voilà aussi pourquoi les chauffeurs aussi sont... Avec ces grands garçons, ces hommes, est-ce que l'on peut... la transmission peut ne pas être possible s'ils se protègent. Mais bien sûr, c'est justement le problème, c'est de ne pas, on ne peut pas empêcher un grand garçon de faire le rapport sexuel. On l'aide à se protéger. C'est pourquoi sur tous les axes routiers, des programmes de prévention sont mis en place de manière à ce que partout où ils passent, il y a des préservatifs, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, pour qu'ils puissent se protéger le long de leur parcours et ainsi de suite. Donc, ça, c'est des activités qui se font très fréquemment pour que cette population qui est très ambulante puisse avoir les moyens de se protéger. On ne va pas leur dire vous n'allez pas faire les rapports sexuels, mais c'est leur activité, ils sont obligés de se déplacer, mais on leur accompagne en leur donnant les dispositifs qu'il faut pour pouvoir se protéger davantage. Est-ce que vous avez un retour d'information, par exemple, avec des programmes dans des différentes régions, si les transporteurs, comme ces dispositifs, ils utilisent ces préservatifs, est-ce qu'il y a un mouvement dans ce sens-là? Oui, c'est dans le cadre, par exemple, de l'enquête démographique et de santé. Il y a des questionnaires qui sont spécifiques dedans, qui demandent à un certain nombre de populations depuis quand tu as utilisé le préservatif. Depuis combien de temps tu as utilisé le préservatif pendant ton dernier rapport sexuel. Donc, ce sont ces informations qui sont rassemblées pour pouvoir nous donner une certaine statistique d'utilisation de préservatifs, soit par les miniers, soit par les professionnels de sexe, soit par les hommes ayant les rapports sexuels avec les hommes, ou par les travailleuses. Donc, voilà, c'est des moments pour nous pour pouvoir un retour d'utilisation de ces préservatifs. Très bien. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments explicatifs, mais on a des images d'illustration sur le virus du VIH. Je ne sais pas si la régie peut nous balancer ces images pour que notre invité du jour nous donne quelques explications par rapport à ces virus que nous voyons ici, là. Je ne sais pas si c'est prêt l'élément. Docteur, oui. Voilà. Et là, on est en face du virus de l'immunodéficience humaine. C'est le virus qui donne le sida. C'est pourquoi on dit virus de l'immunodéficience humaine. Elle n'est pas transmise par voie héréditaire, on l'acquiert. Donc c'est pourquoi on appelle le virus de l'immunodéficience acquise. C'est ce virus qui est transmis à l'homme par l'homme, soit à travers le rapport sexuel, soit à travers la mère et son enfant, c'est-à-dire pendant la grossesse,
l'accouchement ou pendant l'allaitement, ou soit par rapport aux activités médicales, soit par transfusion sanguine, ou chez les salons, ou dans les salons de coiffure, chez les femmes. En tout cas par les piercings, par des éléments de piercing, donc par un métal qui peut percer. Donc à travers ces trois voies de contamination, ce virus-là peut passer d'une personne malade à une personne saine, et après faire tout son temps d'évolution dans le corps, et pour aboutir après au VIH-Sida. Mais ça peut aller... la durée de vie d'un corps. La durée du virus avant qu'elle ne se manifeste, ça peut aller jusqu'à 15 ans. On peut avoir le virus pendant 15 ans sans même faire de manifestation. Apparemment bien portant. Apparemment, physiquement. Physiquement bien portant, parce que c'est important de le dire. C'est physiquement apparemment bien portant, mais très contagieux. Oui. On est en ce moment très très contagieux parce que le virus... se multiplie dans le corps. Le virus se multiplie dans le corps. Quand une personne est malade, on la voit malade, on sait qu'elle ne peut plus faire de rapport sexuel et personne n'acceptera de faire de rapport sexuel avec cette personne. Mais quand elle ne présente pas de maladie physiquement bien portant, elle est en ce moment très contaminante. La personne est en ce moment très contaminante et elle peut transmettre le virus. Et c'est en ce moment, c'est là où il y a la particularité du VIH-Sida, parce qu'on peut être séropositif et faire toutes les autres activités comme n'importe quelle personne. C'est en ce moment où c'est dangereux et c'est pourquoi, peut-être que l'émission, nous viendrons à cela, il est important que chaque citoyen, chaque personne connaisse son statut sérologique et cela doit se répéter presque chaque 3 mois. Très bien. Docteur, on va continuer donc. Vous allez nous faire une analyse de la situation à ce jour et quelles sont les nouvelles stratégies de lutte contre le virus SIDA, le VIH-SIDA. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de l'émission, il y a le VIH-SIDA en Guinée. Le Spectrum, c'est un outil d'évaluation qui nous donne à peu près 120 000 personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Sur les 120 000 personnes, il y a à peu près, il faut compter jusqu'à 60 à 70 000 qui sont dans un besoin de traitement effectif. Aujourd'hui, nous avons à peu près 40 000 qui sont sous traitement antirétroviral. Nous avions des femmes enceintes qui sont sous traitement antirétroviral pour réduire le risque de transmettre le virus à leur enfant. Nous avions des enfants qui sont sous traitement antirétroviral, soit parce qu'ils ont contracté le virus de par leur maman ou dans une autre situation. Donc voilà un peu la situation que nous avions en Guinée. Donc il y a à peu près 40 000 qui sont sous traitement antirétroviral. Alors aujourd'hui, l'indicateur, c'est comment? Ça vire carrément au rouge, ou bien c'est stable, ou ça remonte vers le vert? L'épidémie en Guinée est stable. L'épidémie en Guinée est stable, mais ce qui est très particulier dans le VIH, c'est que les gens qui se font contaminer à une année X, si elles ne se font pas dépister, on ne peut les voir qu'à une année Y. C'est-à-dire que tu peux être contaminé et que tu commences la maladie 5 ans après. Donc, et puisque c'est dans les deux variantes que nous faisons nos évaluations, nos enquêtes, des fois on a l'impression de croire que ça augmente, alors que ça n'a pas augmenté. C'est les gens qui étaient contaminés depuis 5 ans en arrière qui malheureusement ont commencé à faire la maladie. Ça se manifeste. Et c'est ceux-là qui sont comptés parmi les personnes. On a l'impression que ça augmente. Sinon, entre les deux enquêtes démographiques et de santé, l'avant-dernière, on était à 1,5%. Et la dernière enquête, on est à 1,7%. Mais quand vous voyez l'intervalle de confiance, c'est presque les mêmes chiffres. Donc c'est pourquoi en Guinée, nous disons que l'épidémie est stable et généralisée. C'est pour qu'on en parle très peu d'ailleurs. En parlant toujours de stratégie nouvelle, docteur Koïta, la 69e Assemblée mondiale de la santé a approuvé une nouvelle stratégie mondiale du secteur de la santé sur le VIH-Sida 2016-2021. Celle-ci intègre 5 orientations, à savoir des informations pour cibler des actions, des interventions visant un impact donné, des services dispensés dans une optique d'équité, des solutions financières fiables, des innovations pour accélérer des progrès. La Guinée bénéficie-t-elle de tout cela, de toutes ces orientations?
La Guinée bénéficie, nous avions la chance d'avoir accompagné M. le ministre de la Santé à cette assemblée mondiale de la santé. Donc, la Guinée est au cœur de la mise en œuvre de ces stratégies. Et le ministre que nous avions aujourd'hui a véritablement à cœur de mettre en œuvre toutes ces stratégies. Et c'est pourquoi aujourd'hui, grâce à son leadership, nous avons pu d'abord avoir un grand résultat. Le grand résultat, c'est celui d'avoir accédé à la subvention du Fonds mondial. Donc, nous avons cette subvention du Fonds mondial qui nous permet aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2018, de mettre en place un certain nombre de stratégies, notamment le dépistage, parce que c'est la porte d'entrée du VIH, le dépistage. Si nous parvenons à avoir toutes les stratégies pour pouvoir assurer le dépistage sur l'ensemble de la population guinéenne, nous avons déjà atteint notre premier objectif. Parce que l'objectif qu'on se fixe aujourd'hui est celui qui est recommandé par le système des Nations Unies, l'OMS, à travers l'une des agences qui est l'ONU-SIDA, c'est le 90-90-90. C'est-à-dire que 90% de ces 120 000 personnes qu'on suppose être séropositives doivent connaître leurs résultats. Et si ces 90% connaissent leurs résultats, il faut que 90% de ceux qui connaissent leurs résultats-là et qui sont séropositifs-là aient un traitement antirétroviral. Pour que ces 90% qui ont leur traitement antirétroviral aient que 90% de ceux-ci aient une charge virale indétectable. Donc voilà des stratégies qui sont en train d'être mises en œuvre à travers le dépistage, à travers une prise en charge efficace et efficiente, et à travers un suivi biologique pour se rassurer que nous sommes dans la logique des 3,90, c'est-à-dire que tous ceux qui doivent connaître leur statut sérologique parmi ceux qui sont séropositifs le sachent, tous ceux qui doivent être traités parmi 90% de ceux qui sont séropositifs aient un bon traitement, et que tous ceux qui sont sous traitement, au moins 90% aient une charge virale indétectable. Donc voilà aujourd'hui les stratégies que nous sommes en train de mettre en place. Cela va de soi qu'il faut mettre les intrants sur place, c'est-à-dire les intrants de dépistage. Il faut mettre les antirétroviraux sur place. Il faut mettre les réactifs de laboratoire sur place pour pouvoir mesurer la charge virale, parce qu'elle est extrêmement importante. C'est-à-dire, la charge virale, c'est comme si on conduisait un véhicule sans un chauffeur. La charge virale nous permet, chaque fois que nous sommes sur le traitement, de nous dire est-ce que le traitement qu'on est en train de donner à ce patient, est-ce que ce traitement marche bien. Donc voilà toutes les stratégies aujourd'hui qui sont à travers le monde et que la Guinée a adhéré et que la Guinée est en train de suivre, que nous mettons aujourd'hui en place, malgré certaines difficultés que nous rencontrons, bien sûr. Comme quoi, par exemple? Les difficultés que nous rencontrons, c'est beaucoup plus lié au financement. Il faut se le reconnaître. Le VIH est lourd. C'est une affection qui est très lourde. Un patient qui est dépisté séropositif doit avoir un traitement à vie. Il doit avoir un traitement à vie. Et un antirétroviral pour une personne, ça fait à peu près, qui est en première ligne, ça fait à peu près 200 à 300 $ par an pour une personne. S'il est en deuxième ligne, vous êtes aux environs de 700 à 800. S'il est en troisième ligne, ça fait à peu près 1500 $ par an. Imaginez, calculer que nous devions trouver pour 45 000 patients aujourd'hui qui sont sous traitement, même s'ils étaient seulement en première ligne, ça fait à peu près 300 $ par an. C'est l'État qui prend cela en charge. L'État et ses partenaires. Aujourd'hui, oui. Il y a un seul partenaire qui appuie l'État, c'est le Fonds mondial et l'État. Ce sont les deux entités qui aujourd'hui financent dans la mise en œuvre du traitement antirétroviral en Guinée. Bien entendu, on a d'autres entités qui appuient dans d'autres domaines pour pouvoir améliorer cette qualité de prise en charge en Guinée. Docteur, vous avez parlé de 3,90. Hein? Les 3,90 s'étendent jusqu'en quelle année? 2025, 30, 45? L'objectif, c'est que ça, c'est en 2020, les 3,90. Mais l'objectif est d'éliminer le VIH-Sida en 2030. Selon vous, cela est possible? Est-il possible? Mais c'est possible. Aujourd'hui, à Cuba, il n'y a plus de transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'est des populations comme nous. Aujourd'hui, à Cuba, il n'y a plus de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Donc, ils ont déjà réussi
à briser cette chaîne-là. À briser cette chaîne. Importante. Oui. À briser cette chaîne. On peut le réussir. On peut le réussir. Il faut un engagement. Politique, des individus, hein, de vous et moi, de tous les autres. De tout le monde. De tout le monde, oui. De tout le monde. Si l'État met les moyens, si le Fonds mondial met les moyens, il faut que la population mette aussi les moyens. On ne demande pas autre leur chose volonté. Leur volonté. On ne demande pas de l'argent à la population, on leur demande de se faire dépister. C'est ça la part de la population, se faire dépister, puisque les intrants sont mis à la disposition des structures de santé. Il suffit d'aller dans ces structures de santé et de se faire dépister pour connaître son statut sérologique. Si malheureusement on est séropositif, les intrants sont là pour te prendre en charge. Ce qui est la particularité, c'est que tout cela est gratuit. Comparativement à d'autres pays, je viens d'une réunion où un pays que j'étais le nom a dit que c'est payant chez eux, les gens se sont regardés. Chez nous, c'est gratuit. Du dépistage jusqu'au suivi biologique, tout est gratuit. Donc, c'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, on a des difficultés des fois d'approvisionnement, mais on est en train de mettre en place des structures qu'il faut, des mécanismes qu'il faut. Au moment où je vous parle maintenant, le ministre est en train de faire le tour de la Guinée. Et le problème du VIH-Sida est une question fondamentale pour lui. Et partout où il passe, où il y a des problèmes, parce qu'il y a des problèmes, on m'interpelle. Pour me dire, attention, ici il y a des problèmes, attention, ici il y a des problèmes. Donc, nous sommes en train de nous coordonner, nous sommes en train de voir dans quelle mesure tous ces problèmes que nous sommes en train de rencontrer, que nous puissions les régler. Ça va, ce n'est pas difficile. Il suffit tout simplement de se réorganiser et c'est ce que nous sommes en train de faire parce que ça va de la quantification à l'achat, à la livraison, à la distribution, jusque chez le malade. Donc c'est une chaîne qui doit être très très bien huilée, très très bien huilée avec les moyens qu'il faut. Je crois que l'État est en train de mettre les moyens dans ce sens. Le Fonds mondial qui nous appuie est en train de mettre les moyens dans ce sens pour que cette chaîne-là devienne très huileuse. Aujourd'hui même, le ministre est à Cancan, je crois, après il va dans d'autres préfectures, mais il a dans son carnet sa préoccupation pour que cette prise en charge marche bien, surtout la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Docteur Koïta, est-ce que parfois, c'est pas par peur, les gens ont peur de se faire dépister pour se dire... pour ne pas être stigmatisé. Stigmatisé, oui. Ou est-ce qu'il y a une peur quelque part? Oui, il faut reconnaître que le VIH, il fait peur. Il fait peur dans la mesure où on a donné une connotation sexuelle à la maladie. Tout à fait. C'est ça qui fait peur. Mais sinon, toutes les maladies sont mortelles. Toutes les maladies sont mortelles. L'hépatite tue plus que la Guinée, et plus que le VIH. L'hépatite tue plus que le VIH. Les gens ne savent pas. On a 11% d'hépatite en Guinée. On n'a que 1,7% de VIH. Donc, mais... puisque le VIH, on a pensé... Il y a une connotation sexuelle derrière. Qu'on l'attrape parce que l'intéressé s'est mal comporté sexuellement. C'est ça qui fait la honte des gens. La maladie, alors qu'aujourd'hui, nous devions dépasser ce stade-là. Nous devions dépasser ce stade. On a aujourd'hui des personnes qui viennent parler à visage découvert pour dire « j'ai le VIH-Sida ». Il faut que nous ayons la responsabilité de notre santé, puisque nous en avions les moyens. C'est vrai qu'à un moment donné, tu peux faire l'objet de cette stigmatisation ou de discrimination, mais quand tu es responsable de ta santé, tu fais dos à cette discrimination, à ces commentaires inutiles. À ces commentaires inutiles, parce que c'est ta santé qui te préoccupe. Aujourd'hui, il y a les moyens que celui qui vit avec le VIH-Sida vive la même vie que celui qui n'est pas séropositif, qui n'est pas porteur. Donc, c'est vrai ce que vous dites, c'est cette peur, c'est cette honte qui fait que certains se retrouvent recroquevillés sur eux-mêmes. Et malheureusement, c'est là où nous avions le danger. Oui. Le danger. C'est là où nous avions le danger. Ils se taisent sur leur séropositivité. Et comme je l'ai dit, une personne séropositive, surtout qui vient d'être séropositive, est très, 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 très contaminante. C'est en des millions et des millions de virus que le truc se multiplie dans leur corps. Oui. Quand tu es déjà malade, tu ne peux même plus faire de rapport sexuel parce qu'on te voit physiquement malade. Mais quand tu ne l'es pas, tu es encore très actif. C'est en ce moment où les virus sont très actifs et peuvent être très, 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 très contaminants. Donc,
il faut que cette stigmatisation, cette discrimination, c'est nous tous, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à la radio, et c'est en cela que nous vous félicitons. Parce que c'est ça le rôle, pour que les gens sachent que c'est une maladie comme toutes les autres maladies. C'est comme le diabète, c'est comme l'hypertension. Dans d'autres pays, les accidents de circulation tuent plus que le VIH-Sida. Voilà la réalité. Il ne faut pas qu'on pense que, puisqu'on parle de VIH-Sida, que les gens se recroquevillent entre eux et qu'ils se laissent tuer alors que à petit feu, alors qu'ils ont les moyens de se soigner et de faire pleinement leur activité intellectuelle, leur activité culturelle ou tout ce qu'ils devraient faire dans la vie, et vivre comme n'importe qui. Docteur, par contre, les femmes enceintes, elles, on doit leur exiger le dépistage dès après qu'on sache, qu'on découvre qu'on est enceinte pour sauver l'enfant. Et là, c'est là la grande bataille. Si nous réussissons cette partie de la lutte contre le VIH-Sida, on aura réduit le risque de nouvelles infections. Vous allez faire tout à l'heure un petit commentaire dessus. Et docteur, aujourd'hui, quelle est la couverture sanitaire du traitement antirétroviraux que vous avez parlé tout à l'heure sur l'étendue du territoire national? Nous avions aujourd'hui à peu près 140 sites de prise en charge sur l'étendue du territoire, à peu près jusqu'à 800 sites PTME, c'est-à-dire que quand je dis site PTME, c'est des sites où on fait de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Ça va du centre de santé, du poste de santé, au centre de santé et dans certains hôpitaux. Donc il y a à peu près 800. Évidemment, ils ne sont pas tous totalement très bien fonctionnels parce que il faut le reconnaître, nous accusons de temps en temps quelques ruptures, indépendamment de notre volonté, mais on est en train de fournir des efforts pour que ces ruptures-là ne soient pas. Donc, voilà, sur le plan géographique, la répartition est dans toutes les préfectures du pays, dans toutes les régions du pays. Il y a des sites de prise en charge, il y a des sites pour le dépistage volontaire du VIH, il y a des sites pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Très bien. Docteur, vous avez parlé un de vos partenaires tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres impliqués sur le terrain avec vous, avec le programme, et techniquement, financièrement, mais aussi des ONG qui luttent dans le même sens? Oui, financièrement, nous avions essentiellement le Fonds mondial qui intervient à côté du gouvernement pour assurer la prise en charge. Maintenant, techniquement, il y a beaucoup d'entités qui interviennent. Bon, financièrement aussi, il y a l'UNICEF qui intervient auprès du ministère de la Santé dans le cadre de la PTME, mais en plus, il y a l'ONU-SIDA, il y a l'OMS, il y a l'UNICEF, tantôt je le disais, il y a MSF Belgique, il y a Sortis, c'est une ONG française, il y a DREAM, c'est une ONG italienne, il y a aussi des ONG nationales qui interviennent, comme FMG, Fraternité Médicale Guinée, il y a l'Association des femmes de Guinée pour la lutte contre le VIH-Sida qu'on appelle couramment ASFEGMASI. Oui, maintenant, il y a aussi des réseaux ou des ONG de lutte contre le VIH-Sida qui interviennent aussi sur le plan psychosocial. Nous avions le REGAP, le réseau des ONG de lutte contre le VIH-Sida. Nous avons le REFIG, le réseau des femmes infectées par le VIH-Sida, qui, chacun des réseaux a un certain nombre d'ONG. Toutes ces entités nationales ou internationales interviennent à côté du ministère de la Santé et fondamentalement au côté du programme national pour la lutte contre le VIH-Sida. D'accord. Docteur, concrètement, vous avez énuméré quelques chiffres. Concrètement, les statistiques à nos jours. Concrètement, les chiffres, il faut retenir que nous avions, comme je l'ai dit, 120 000 personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Nous avions à peu près 60 000 à 70 000 qui sont dans un besoin de traitement. Nous avions à peu près 40 000 qui sont sur le traitement antirétroviral, y compris les femmes enceintes, y compris les femmes enceintes et les enfants. Nous avions à peu près de ces 40 000 qui sont sur le traitement, à peu près 15 à 16 000 qui bénéficient d'un contrôle de charge virale par an pour savoir quelle est la charge du virus dans leur corps. Voilà.
Très bien, c'est la deuxième partie de l'émission. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Docteur, on va prendre d'abord cet appel avant de parler et de faire une lecture sur l'élimination de la transmission mère et enfant. Alors, c'est parti. Allô? Allô? Une petite lecture, vous avez fait qu'à tout à l'heure la transmission mère à l'enfant. Revenons un peu en arrière. D'abord, on va prendre d'abord cet appel, c'est les numéros. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. Allô, oui. Bonsoir madame. Allô? Allô, oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, comment vous appelez? Éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur. Allô? Allô, oui. Oui, Vous allez bien? oui, très bien. Comment vous allez-vous? D'accord. Votre nom et la question, s'il vous plaît. C'est Binette. Binette, hein? Vous appelez d'où? C'est Binette Conté. Binette Conté, vous appelez d'où? Depuis Lambaye. Nous vous écoutons. Lambaye. Allez-y, nous vous écoutons. La question. J'aimerais savoir, docteur, faire le test de dépistage m'a fait trop peur. Vous dites quoi? Pour les jeunes filles, on veut vraiment ce texte-là, mais ça fait peur. Et on veut vraiment savoir quand est-ce qu'on passe de toxoplasmose. Docteur, vous avez compris? Vous, Vous dites, reprenez un peu très rapidement. Oui, ça fait trop peur. Vous avez vu ça? Oui, il l'a dit. Hein? vous Mais voulez cela faire votre n'empêche- test, hein? Bon, Bon, apparemment, ce que je peux dire, peut-être, elle veut dire qu'elles veulent faire leur test de dépistage, elles ont peur. Justement, les jeunes filles en âge de procréer, les femmes enceintes ne doivent pas avoir peur de faire le test de dépistage. d'accord. Parce que toute femme a l'ambition de faire un enfant. C'est une des premières ambitions de la femme de faire sa progéniture. Mais aucune femme ne veut avoir une progéniture malade. Aucune femme ne veut avoir une progéniture malade. Ça, c'est clair. Tu mets un enfant au monde, c'est dans l'esprit que cet enfant puisse te soutenir demain. Mais si tu mets un enfant au monde aujourd'hui qui est malade, que toi, tu dois soutenir pour le reste de sa vie, ce n'est pas la peine de le mettre au monde. Donc, ce que nous conseillons à nos jeunes sœurs, qui n'ont pas l'âge de se marier, c'est d'abord de s'abstenir. C'est une réalité. De s'abstenir. Elles n'ont pas l'âge de se marier, qu'elles s'abstiennent. Si elle ne C'est peut la pas- meilleure option, C'est la d'ailleurs. meilleure option. Bon, si elle ne peut pas s'abstenir, il y a une deuxième option, le préservatif. Il y a le préservatif. Qu'elle en fasse une deuxième option. Pour celle qui ne peut pas s'abstenir, qu'elle en fasse une deuxième option. Si le partenaire refuse de porter le préservatif féminin, mais la femme a la possibilité de porter un préservatif féminin. Je disais, si le partenaire homme ne porte pas de préservatif masculin, elle a la possibilité de porter un préservatif féminin qu'on appelle le condom, qu'elle peut placer sans que l'homme ne s'en rende compte. Elle peut faire ses rapports sexuels sans que l'homme ne sache qu'il y a... Toutes ces choses-là peuvent se passer discrètement chez vous, docteur? Mais discrètement, elle a besoin, et bien, on lui place, on lui demande comment placer le préservatif féminin, et puis elle s'en va avec, D'accord. et puis voilà, elle est protégée. Très bien. Allô? Oui, bonsoir. Comment vous vous appelez? Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Je m'appelle Maman, je suis à Chibou. Sigiri, oui. Vous avez une question pour le médecin? Moi, je voulais vous juste demander, docteur, qui fait le traitement de l'hémorroïde. Le traitement de quoi? L'hémorroïde. Non, aujourd'hui c'est pas le thème, le sujet. Rappelez un autre jour. Hein. Aujourd'hui on parle du VIH. Du VIH, aujourd'hui on parle du VIH/SIDA. C'est pas l'hémorroïde, rien de tout cela. Ok. Merci. Docteur, avant un autre appel, très rapidement, parlez-nous de l'élimination de la transmission mère et enfant. Lorsque vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque cette chaîne est brisée, on peut quand même se réjouir, dire qu'on peut littéralement parler
de la réduction littérale mère-enfant. Et c'est le défi majeur pour nous et pour tous les pays. La transmission, l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'est le défi majeur pour tous les pays et pour la Guinée. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive. Il faut que toutes les femmes en âge de procréer, toutes les femmes enceintes rentrent dans le programme. Nous avions un avantage en Guinée, c'est que toutes les femmes enceintes vont spontanément à l'hôpital pour soi-disant vérifier leur sucre. Ils lui disent en ce sens, ça fait Maholi. C'est spontané pour les femmes enceintes en Guinée. On ne leur demande même pas. Elles vont d'elles-mêmes. Alors là, c'est la porte d'entrée pour rentrer dans la PTME. Toutes les femmes qui viennent dans cette porte-là, qui viennent en CPN, qu'elles soient en première, deuxième ou troisième CPN, toutes ces femmes-là doivent être récupérées et rentrer dans le programme PTME. Il faut que chacune d'elles, après sa CPN, qu'elle soit sensibilisée, qu'elle soit dépistée. Si malheureusement elle est séropositive, dès cet instant, qu'on commence à lui donner la prophylaxie antirétrovirale. C'est-à-dire, c'est une prophylaxie qui permet, pendant tout le long de sa grossesse, de faire de manière à ce que le virus n'ait pas un dessus qui puisse faire qu'elle contamine son enfant. Et c'est ça l'idéal. C'est ce qu'aujourd'hui, comme je le disais, Cuba a réussi. Je crois un deuxième pays encore a réussi. Nous pouvons le réussir, mais il faut qu'on y mette les moyens. Il faut qu'il y ait de la volonté. Il faut que d'abord, même nos mamans, nos sœurs, nos femmes qui viennent acceptent le principe. Parce que s'ils viennent et qu'on leur propose, qu'elles disent « Ah non, moi, non, non », ça devient un peu... Parce qu'on ne les oblige pas. On les conseille et on leur dit les avantages de ce qu'il y a derrière. Voilà, on ne sait pas, aujourd'hui tu es enceinte, mais on ne sait pas si tu n'as pas telle ou telle maladie. Cite-la, permets-nous de le connaître, cite-la, on peut te donner les moyens pour que tu ne contamines pas ton enfant. Parce que sinon, tu vas contaminer ton enfant. Sinon, l'enfant pour lequel tu souffres pendant 9 mois va se retrouver avec cette maladie et vivre le reste de sa vie avec cette maladie. Donc, au lieu que cet enfant ne te serve, c'est toi qui vas continuer à le servir. Ça, c'est sûr. Non. Allô? Allô? Allô, madame? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Moi, je m'appelle Touré Bramansori. Je vous appelle de Koya. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Touré. Ok, j'aimerais poser une question au docteur. Allez-y. Ok, ce traitement-là, pour l'élection des femmes qui sont infectées par le virus SIDA, est-ce que ce traitement-là est de quoi? Le traitement est comment? Oui. Allô? Oui, madame. Oui, le traitement, vous avez dit le dernier mot? Je dis le traitement que les femmes en état de grossesse qui sont infectées par le virus VIH-Sida, si c'est payable ou quoi? Non. Voilà, écoutez. C'est gratuit. C'est totalement gratuit. Une femme, quand elle vient en grossesse, elle rentre dans un centre de santé, elle est venue pour ses examens, par rapport à sa grossesse prénatale, automatiquement, cette femme va bénéficier d'un conseil et si elle accepte de se faire dépister, on la dépiste gratuitement. Ensuite, si malheureusement elle est séropositive, on lui donne le traitement pendant tout le temps de sa grossesse, jusqu'à l'accouchement. Jusque dans la salle d'accouchement, elle va être suivie pour ce traitement antirétroviral. Même l'enfant qui va naître ce jour-là va recevoir une dose de traitement antirétroviral le même jour. Cet enfant va continuer à avoir son traitement pendant 6 semaines avant qu'on ne fasse la PCR, c'est-à-dire un dépistage précoce pour savoir si oui ou non l'enfant est infecté. Et cette femme-là, pour le reste de sa vie, même pas en grossesse, elle va continuer à avoir son traitement antirétroviral gratuitement. Très bien. Allô? 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 Oui, bonsoir, madame. Ça va? Très bien. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Oui, Ça bon, va? ça va, oui. Votre nom, s'il vous plaît. Ayarasene. Votre nom, s'il vous plaît. Iyo. Oh. Allô? Fatoumata Binta. Oui, vous avez une question pour docteur Koïta? Diallo Fatoumata Binta.
Vous avez une question? Nous, on a compris. Vous avez une question pour notre invité? Ah, nous sommes non, pour le Guinée, Nous vous parlez, nous vous écoutons. Ah, moi, Kanda. Afindi marié là-bas, afindi célibataire là-bas, on bore dans on a pas idée. Awa. Oui, ina antan fala nanki nondi na nanana. Afindi ma Kai ibara marié ya kota, dua muna yara nyengetu. Kanamara ibara. ina an fala nondi nara afindi mariera afindi célibataire ombir la Alam amula mayara nyengetu ofise, alam mane fure mata nara irebi. iyo nondi nara on la mana biringa ite kan dango parce que amukulon dende furare sida furitan ani na mihima ni folo mihima amukulon man dende furare donc on la mo on yeta matanga menne parce que amukulon ma amun sabaka atigima kana fogi sida nama donc amukulon nanara o mbirin lamba o ngo ite matanga o ngo madigiri matanga on tane na kamata o ngo matanga o nga on fere o makame fanga kili ginera parce que amusa ba kan dende tigima sida na gima donc nana hanaki ina amfala naki nondi na nana afole na nana o ngo on ite kama tanka afolo sida yati giri musida giri fe na hanfala fe afolo fe nana ma o ngo on ite kama tanka afolo nana yatima donc ina hanfala fe temunde ebore Guinée pan tous les matériaux temunde e pan na sogomene sobera. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment, Bonsoir, madame. comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Moi, je m'appelle Sekou, je m'appelle depuis Kankan. Nous vous écoutons monsieur. C'est cool. Bon, moi, je vais reposer bonsoir, monsieur. Oui, allez-y. Quels sont les premiers symptômes de personne atteinte du sida? Très bien. Alors aujourd'hui, on n'a pas voulu parler des symptômes de la maladie. Plusieurs fois, les médecins sont passés sur ce plateau, mais c'est une opportunité de rappeler les symptômes et on va parler vers la fin, les modes préventifs également. Oui, les premiers symptômes du VIH, c'est d'abord une fièvre à long cours. Une fièvre à long cours et des amaigrissements. Mais nous ne voulons pas nous limiter à cela. Mais déclarer qu'une personne est séropositive au VIH-Sida que lorsqu'elle a fait un test de dépistage et que le test s'est avéré positif. Parce que pour plusieurs raisons, on peut perdre du poids. Pour plusieurs raisons, on peut faire un corps chaud. Celui qui a le palu peut faire le corps chaud. Celui qui a d'autres affections peut faire le corps chaud. Mais les premiers symptômes que l'on peut découvrir, c'est d'abord cet amaigrissement qui n'est pas naturel. Qui n'est pas naturel et qui dure longtemps. Une fièvre qui dure longtemps et qui ne baisse pas. Ensuite, des toux intermittentes qui peuvent venir. Mais il y a aussi des dermatoses qui peuvent venir. Donc voilà quelques symptômes que l'on peut voir sur celui qui est. Mais cela ne suffit pas pour que quelqu'un dise qu'il est séropositif au VIH. Il faut que si ces symptômes-là apparaissent sur quelqu'un, pour avoir le cœur net, il faut que la personne soit dépistée et que ce n'est que le dépistage, le résultat du dépistage qui peut nous dire oui, il est séropositif au VIH-Sida. Très bien. Avant notre appel, docteur, vous avez dit tout à l'heure le taux élevé de cette maladie chez les femmes. Est-ce vrai ou faux? On assiste vraiment à la féminisation de la maladie en Guinée? On en parle très souvent de cette féminisation, mais il faut comprendre aussi que c'est la démographie de la Guinée. La Guinée, dans sa démographie normale, il y a plus de femmes que d'hommes. Deuxièmement, il y a que la femme est le récepteur. Dans nos termes biologiques, c'est un récepteur. Donc, elle a plus de chances de contracter le VIH que l'homme, du fait de son organisme récepteur. D'abord, la population, elle est la plus importante. Mais deuxièmement, elle est très fragile, exposée à beaucoup de risques, et qui fait que, malheureusement, cette population féminine est un peu plus importante en termes de contamination que la population masculine.
Très bien. Docteur, nous savons que le mois de décembre, on a encore le temps, c'est le mois du sida, n'est-ce pas? Est-ce aujourd'hui on va anticiper un tout petit peu les choses? Est-ce que la semaine du sida est célébrée en Guinée et de quelle manière, par exemple? Nous, en Guinée, tous les jours, c'est la lutte contre le sida. Très bien. Du 1er janvier au 31 décembre, c'est la lutte contre le sida. Parce que ça n'attend pas. Et personne n'est épargné. Tous les jours, il y a de nouvelles contaminations en Guinée. Je vous dis, tous les jours, il y a de nouvelles contaminations en Guinée. Je n'ai peut-être pas le chiffre en tête, mais ça peut aller entre 6 à 10 nouvelles contaminations du VIH-Sida en Guinée, tous les jours. Donc, tous les jours, on est en train de lutter contre le VIH-Sida. Tous les jours, pour nous, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, du 1er janvier au 31 décembre. Certes, nous sommes obligés de nous conformer à la volonté internationale qui a fait du 1er décembre, journée internationale de lutte contre le sida, journée mondiale de lutte contre le sida. Mais même pendant ce mois, nous essayons d'accentuer nos activités tout le long du mois, c'est-à-dire du 1er décembre au 31 décembre. Mais au-delà, il faut considérer que tous les jours de l'année sont des jours pour nous. C'est la campagne, c'est la sensibilisation. C'est la campagne, c'est la sensibilisation. C'est pourquoi il y a assez d'ONG sur le terrain qui ne font que ça pour sensibiliser. D'accord. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, madame? Oui, très bien. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Moi, mon nom, c'est M. Sako Sekouba. Oui, vous appelez d'où? Je vous appelle de dans la commune de Matou. Très bien. Votre question? Bon, je veux m'exprimer à Malinké, là. À Malinké, allez-y. Bon, mais avec le docteur Maïnka, puisque avoir une proposition, en réalité, les Jankaro, mais avant, mon gars, il a couru au courrier. Donc, au Myria, mais mon là, d'accord, au Myria, du bon mon là. Jankaro, pas même, on l'a mon, qui m'a bon là. On a beau bas de Jankaro, Yankri la na, ni beaucoup, Kalaoula. Motala Willa Maka Jankrota. Docteur, vous avez Monsieur Sako, il même faut la tuer irrégulier. Mais ndi question na wema, mais mental wala elema, mais yala wala dema belema. Des men sur sang ya na bulu. O ka ko juju manke na ka sida soro. Den sur sang men ya na bulu. Men sur nimbi anabulu. Est-ce que o ka sondia doleke men ka ke sida kamina. Ama sondia ke. Donc comment les moli o fola mais kuma nyumate mo si tala wula ma ko ka jankuru mina ala la kiti le jankuru di amba de malu ka ke musudi en tout cas dembal be ka kandi a jankuru e momina anel ma do anna kelma mina kelma sabari ele ko men fe ka kelien nin ka fo bibibi ko sira mo dolien la dembaya kasia de lui sida te men ti c'est là parce que il bara denkenia il a d'ankoroma il bara la d'ankoroma na bulu flala donc il est quand il basi et puis il a dembaya be minanel bulu il a be balonel bulu donc comment mais comment nyana mate parce que moi karan ou moi en général wole o kosfa ou fola non te mo sita la ulama ka jankoro yini ka bla ire kanina donc vraiment ambe ka kande ko kele anta fande wodi mente docteur di anta fande wodi ko kele ka iraka molla ko jankoro men alla kitili comme diabète comme hypertension comme hépatite AB non te hépatite mais wodi hépatite ma sur la nyani na sida e ma sur la nyala be ma sur la nyakelen ma hépatite ma sur la nignon fait ma sur la din anate ma sur la gilita fait sida fa ma sur la mais pourquoi mo ta fo la hépatite ma donner ta bonité donc abe jankore le di mo cité alamayne na jankore ma donc ambe ka kandi ka ambulo do anyombulo ka jama sensibiliser pour que et là long que sida jankore meti ala la kitili jankoro le membre namma mais faut an be yam bolo do anyombulo pour que andi sa a basila nyamina tout à fait
Allô? Allô? Docteur, avant le prochain. Allô? Allô, oui? Très rapidement, c'est la dernière question, on n'a plus le temps. La question, s'il vous plaît, votre nom, d'où vous nous appelez? Rapidement, monsieur Diallo. Allez-y, on n'a pas le temps. Votre question. Moi, je pense que j'ai appelé à la radio RTG. Oui, oui, c'est la télévision nationale. Nous vous écoutons si vous avez une question, oui. C'est pour demander, comme j'ai en train de regarder l'émission, la vie du VIH-Sida. Oui. Moi, mon question, est-ce que le VIH-Sida contamine quelqu'un par rapport sexuel seulement ou bien s'il y a d'autres Méthode. s'il y a par encore là où quelqu'un peut gagner VIH-Sida sans rapport sexuel? Très, Bon, c'est la question. Ok, c'est la seule Vous avez question. Hein? compris? Docteur, rapidement, on n'a pas le temps. Si par la voie sexuelle... Il y a trois voies de contamination essentiellement connues, trois voies de contamination du VIH-Sida. Celle qui est la plus répandue chez nous en Guinée, c'est la contamination par voie sexuelle, par rapport les rapports sexuels. La deuxième voie de contamination, c'est de la mère à l'enfant, c'est-à-dire la contamination fœtale, c'est-à-dire la femme enceinte à son enfant pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou pendant l'allaitement. Et la troisième voie de contamination, c'est la contamination sanguine, par les moyens d'utilisation, la transmission sanguine par les moyens d'utilisation du même matériel. On peut le faire soit en faisant une transfusion sanguine, ce qui est très rare maintenant dans notre milieu, parce que tous les sangs qui sont transfusés à un malade sont déjà contrôlés à l'amont, donc aucun sang contaminé n'est transfusé. Mais par contre, les lames, les lames de rasoir, on peut se contaminer avec. Les seringues, pour les personnes qui utilisent les mêmes seringues pour se droguer, pour se droguer, parce qu'il faut le dire, les gens qui se droguent, ils utilisent les mêmes seringues, les toxicomanes pour s'injecter. Donc c'est une voie de contamination, ils peuvent le faire. Les salons de coiffure, quand vous allez dans un salon de coiffure, la coiffeuse prend la même aiguille pour mettre les mèches sur une première cliente. Après, il prend la même aiguille pour mettre sur une autre cliente, alors qu'il n'a pas stérilisé cette aiguille. Ça peut être une méthode de contamination. L'excision, parce que aussi, il faut le dire, cette femme Sema qui a le même couteau pour exciser une dizaine de jeunes filles avec le même couteau, sont des moyens de contamination. Même si on fait aussi la circoncision, pas à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, on fait la circoncision avec des matériels déjà stérilisés, mais si on le fait en dehors de l'hôpital et que celui qui fait l'acte utilise le même couteau, alors il peut... Tout ceci sont des risques de contamination. On est pris par le temps. Je voulais demander les méthodes préventives, consignes, conseils, recommandations et appels, mais j'espère que, docteur, la prochaine fois, vous allez répondre à cette question. Mais avant de nous séparer, les responsables des programmes et les personnes vivant avec le VIH-Sida qui luttent contre la maladie invitent les citoyens, vous l'avez dit tout à l'heure, à se faire dépister dans les centres de santé et d'accepter de suivre le traitement. Le VIH, ce n'est pas une fatalité, c'est refuser de se soigner qui en est une. Prêche-t-il ces gens, vous et d'autres personnes. Donc, c'est sur ces mots, chers téléspectateurs, que nous vous disons au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et merci à toute l'équipe technique du jour. À la prochaine et à très bientôt.